Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France et le réseau Via Télévision, les Indes radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français et TV5 Monde. 3 parties dans cette émission, vous en avez l'habitude. Dans un instant, le JT des territoires que je vais vous présenter. Puis après la météo, c'est l'invité de Territoire d'Info. L'invité politique ce matin en direct sur ce plateau, c'est Guillaume Pelletier, le vice-président du groupe LR à l'Assemblée nationale, qui est notre invité. Enfin, troisième partie d'émission avec l'actualité parlementaire. Tout de suite, c'est le JT des territoires, on s'y retrouve. On commence ce journal par la mobilisation contre l'antisémitisme. À l'appel de nombreux partis politiques et d'associations, plusieurs milliers de personnes étaient rassemblées place de la République à Paris, mais aussi un peu partout en France. Plusieurs villes d'Occitanie ont elles aussi manifesté ce mardi soir. Nos partenaires de Via Occitanie ont réalisé le reportage à Perpignan, à Toulouse, à Nîmes et à Montpellier. Une Marseillaise en guise de fraternité. À Perpignan, 500 personnes se sont réunies place de la République contre le racisme et l'antisémitisme. J'ai du mal à voir pourquoi il y a autant de haine dans la population et sur peut-être des marges de personnes qui s'en prennent à des morts, qui s'en prennent à des stèles, qui s'en prennent à des cimetières et qui osent dire les mots les plus atroces pour victimiser les gens. Le maire Les Républicains de Perpignan, Jean-Marc Pujol, était sur place. Une mobilisation qui arrive notamment après les propos antisémites de certains gilets jaunes à l'encontre de l'écrivain et philosophe juif Alain Finkielkraut. Aujourd'hui, j'appelle à la défense de nos compatriotes français dont la religion juive est contestée. Moi, je ne fais pas de distinction. En France, on n'en fait pas. La religion, c'est une affaire privée. Pour moi, M. Finkielkraut, c'est d'abord un Français. À Toulouse, le rassemblement a eu lieu au mémorial de la Shoah, en présence notamment de Benjamin Cauchy, porte-parole des Gilets jaunes libres. Les Gilets jaunes, il ne faut pas faire l'amalgame, ne sont absolument pas antisémites. C'est bel et bien la France qui a ce problème d'antisémitisme, mais pas les Gilets jaunes. Près de 2000 personnes ont manifesté dans la ville rose. Pour Nadia Pelfig, vice-présidente de la région Occitanie, il était important de se montrer unis. Quelles que soient nos convictions personnelles, nous sommes tous là réunis pour dire que nous portons haut les valeurs de la République et qu'elles ne peuvent se soumettre jamais à aucune haine, aucun obscurantisme, que la lutte contre l'antisémitisme doit être une priorité pour chaque citoyen, citoyenne de la République française. À Nîmes, c'est à la Maison Carrée que 1000 personnes se sont rassemblées. Paul Benguigui, président de la communauté juive de la ville, a tenu un message d'espoir. Je reste quand même confiant parce qu'aujourd'hui, les choses ont évolué et je reste persuadé, mais alors vraiment persuadé, qu'aujourd'hui on voit, d'après le monde que nous avons, qu'il y a une certaine, et je dis bien une certaine fraternité qui se dégage. Et c'est là un peu ce qui fait chaud au cœur. Plusieurs centaines de personnes ont entamé une marche silencieuse à Montpellier, parmi elles l'imam Mustapha Anouas. C'est une démonstration de la multiculturalité qu'on a appris dès notre enfance et on essaie de donner autre image, une réponse phare à ceux qui rejettent l'autre, comme a dit la présidente, et comme dit tout le peuple français. Donc on est là pour le vivre ensemble et le juste milieu entre tous et toutes. Et c'est une démonstration de la force de la France et la force de l'humanité. Voilà, elle pourrait être un remède contre les dépenses et une solution pour votre santé. La télémédecine arrive dans l'Essonne. À Moigny-sur-École, les patients peuvent désormais consulter leur médecin à distance dans un relais de télésanté à 2 pas de leur domicile. Yamina Ben Gaïda pour Via Grand Paris s'y est rendue pour vous. Le nouveau cabinet de télémédecine a reçu ses premiers patients. Tous venus de Moigny-sur-École, une commune où depuis 2 ans, il n'y a plus de médecin. Je tousse depuis 3 jours. Pour mieux comprendre à quoi ressemble une consultation en télémédecine, Stéphanie, infirmière libérale, s'est prêtée au jeu de la patiente et s'est accompagnée d'une autre infirmière qu'elle répond aux questions du médecin. Il n'y a pas d'antécédents de grosses maladies particulières.
Non. Une fois que la patiente a répondu au questionnaire, l'infirmière entre en jeu pour procéder à l'examen médical et c'est guidée par le docteur derrière l'écran qu'elle effectue les différents actes. Effectivement, votre gorge est un petit peu rouge. Stéphanie est venue pour un mal de gorge, une pathologie qui peut être traitée en télémédecine, ce qui n'est pas toujours le cas. Pour les otites, pour de la toux, par exemple pour des bronchites, ce genre de choses, la télémédecine est parfaitement adaptée. Pour la patiente, la consultation en télémédecine n'a quasiment aucune différence avec une consultation classique. On le voit très bien dans l'écran et puis il nous parle comme s'il était devant nous pour de vrai. Pour que la consultation à distance puisse fonctionner, médecins et infirmières ont suivi une formation. Les médecins qui sont formés à faire de l'échographie aujourd'hui n'ont jamais nulle part reçu une formation qui est de guider quelqu'un par un écran interposé pour manipuler une sonde. Le cabinet de télémédecine est en pleine expérimentation. Il accueille son public sur rendez-vous uniquement. Une valise de téléconsultation devrait elle aussi voir le jour prochainement, dans le but de proposer un service de télémédecine à domicile. Après la pluie, savez-vous où finissent les eaux pluviales? Après être tombées dans nos rues, elles passent par les canalisations et se déversent dans la mer, emportant mégots, plastiques et taches d'essence. Alors la mairie de Dinan lance une opération de sensibilisation baptisée « La mer commence ici » afin de lutter contre la pollution des mers. Reportage sur place de Mathilde Kemener pour TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme, notre partenaire. La mer commence ici, c'est le nom de l'opération de communication lancée à Dinan. Elle vise à expliquer aux citoyens que les déchets de rue se retrouvent en mer. Les mégots, les déchets que l'on trouve dans nos rues, alors après ça part dans les caniveaux, ça rejoint la Rance et ça rejoint la mer. Donc nous sommes tous concernés par ces pollutions, par notre environnement. 80% des déchets que l'on trouve dans la mer sont d'origine terrestre. Donc nous sommes les premiers producteurs, je dirais, de déchets que l'on trouve aujourd'hui sur nos littorales, dans nos océans. Dans les prochains jours, 22 autres macarons vont être apposés près des grilles récupérant les eaux de pluie, principalement dans des lieux de passage, comme le marché, la rue de la Soif et aux abords des écoles. Moi, ça m'interpelle. Un détritus, je le prends jusqu'à la prochaine poubelle. Et je déplore qu'il n'y ait pas assez de poubelles. En ville, il y en a. Mais certaines sont cachées, surtout en centre-ville. L'opération va aussi être lancée dans 16 autres communes des bords de Rance. Elles font toutes partie du futur parc naturel régional. Ce parc, c'est une chance pour le territoire et ses habitants, mais aussi pour le développement économique et touristique. Et la charte du parc permet réellement plutôt une prise de conscience, qu'on est sur un patrimoine riche, que nous devons partager et qu'on doit aussi bien sûr préserver. Les élus invitent maintenant d'autres communes bretonnes à lancer cette opération, telles que la couronne rennaise, dont une partie des eaux pluviales se déverse sur la côte d'Émeraude. On va aller à présent à Forbach, à la découverte du restaurant Le Rancard. C'est un restaurant social des compagnons d'Emmaüs de la ville. Heureux bénéficiaires d'un héritage de plus de 900 000 €, les compagnons ne chôment pas pour faire de ce don un plus pour leur communauté. Ils ont ainsi ouvert Le Rancard, leur restaurant social, ouvert à tous. Une philosophie héritée de l'abbé Pierre. Fanny Bragard-Pourvia, Mirabile nous le raconte. Un steak poivre, frites. Cette première commande, les compagnons d'Emmaüs en rêvaient depuis des mois. Elle concrétise enfin leur projet de restaurant social. Installé au 172 rue Nationale à Forbach, le bien nommé Le Rancard n'est pas une enseigne comme les autres. Il suffit de regarder les prix de la carte pour s'en rendre compte. 5 € le plat du jour. Un tarif défiant toute concurrence, mais qui baisse encore pour les personnes en difficulté. Ouvert à tous, Le Rancard se rêve en point de rencontre et de brassage social. Le vivre ensemble autour d'une assiette en somme. C'est pas seulement matériel. Le partage des repas, c'est que quand on partage dans un restaurant comme ça le repas, on le partage ensemble avec tout le monde, donc toutes les couches sociales qui sont réunies dans un même lieu, et c'est ça qui est formidable, quoi. Ça devrait en principe créer des liens. Ouvert en semaine tous les midis, Le Rancard emploie 8 personnes, dont 4 en chantier d'insertion, 2 en service civique et une compagne. Arrivé chez Emmaüs en 2005, Angelo sait l'importance de la solidarité et de l'entraide. Des valeurs prônées par l'abbé Pierre qui ne le quitte plus. C'est une phrase de l'abbé Pierre, donc c'est servir premier le plus souffrant. Donc c'est toujours être là pour les autres qui en ont plus besoin que nous. C'est ma philosophie de vie, c'est qu'on a beau avoir eu des soucis dans la vie,
de nos soucis, il faut qu'on en fasse une force. Et avec notre force, on peut aider les autres. Une fibre sociale qui rajoute des saveurs à la cuisine plutôt traditionnelle du Rancard. Des plats généreux et goûteux qui ont conquis les premiers clients du restaurant. Nous sommes venus par curiosité pour voir ce qu'on peut avoir comme repas pour 10 €. Je suis surpris, agréablement surpris. C'était excellent, le dessert a l'air aussi. Et puis niveau rapport qualité-prix imbattable, on reviendra avec grand plaisir. D'une capacité de 50 couverts, le Rancard a pu voir le jour grâce à un héritage providentiel de près d'1 million d'euros. Un don que les compagnons forbachois espèrent faire prospérer afin d'aider toujours plus les plus démunis. Attendez, je vous donne la monnaie. Ah d'accord. Ok, merci, c'est gentil. Très bien. Très bon. On reste à table, le bio dans vos assiettes, c'est pour demain. À Marseille, une cantine collective bio et locale est en expérimentation. Une cantine locale, de saison et entièrement dédiée à l'alimentation durable avec un approvisionnement en aliments ultra locaux, produits au plus près. C'est ce que propose la ville de Marseille et Manon Mujica de Provence Azur TV nous l'a fait découvrir. Au menu ce midi, cannelloni de butternut farci aux pois chiches, suivi d'un crumble aux pommes. Pour son premier jour derrière les fourneaux de la cantine, Benjamin a élaboré une carte gourmande et surtout réduite. 3 entrées, 3 plats et 2 desserts, pas plus. Un menu de saison, local et bio pour 18 € maximum, hors boisson. C'est le credo de la maison. C'est une adaptation, je pense pour moi, qui devrait se faire dans n'importe quelle maison à l'heure actuelle. En cuisine, les ingrédients ont été achetés en circuit court et non pas dans la grande distribution. Les légumes, par exemple, proviennent d'un maraîcher aixois, les œufs de la plateforme paysanne locale et la bière est marseillaise. L'établissement est tenu par la Cité de l'Agriculture. Elle expérimente un nouveau modèle de restauration collective. C'est au plus local possible, c'est-à-dire qu'on essaye de trouver tout ce qu'on va avoir dans le proche pourtour marseillais. Après, il y a des produits qu'on ne peut pas trouver par ici. Donc on pousse un petit peu plus, on essaye d'être à 60 km max pour le contenu de l'assiette. Et après, quand il nous faut du fromage, du riz, des pois chiches, des lentilles, on va pouvoir pousser un peu plus. Et encore une fois, on ne va pas être radical, c'est-à-dire que quand il va y avoir des épices, on va devoir aller chercher ailleurs aussi. Mais on essaye, quand on a des produits qui viennent d'ailleurs, de passer par des distributeurs qui sont éthiques, entre guillemets aussi. Du champ à l'assiette, il n'y a jamais plus de 250 km, sauf exception. Une philosophie de vie que la Cité de l'Agriculture essaye de transmettre à ses clients, à l'aide par exemple d'affiches explicatives. Le but, leur faire comprendre ce qu'ils mangent, l'empreinte carbone de leurs plats et les encourager à consommer durablement. Une révolution agroalimentaire est peut-être en marche, mais après 2 mois d'existence, il est encore trop tôt pour dire si le système économique de la cantine est viable. Casser un petit peu l'image de c'est bio, c'est local, donc c'est cher, il faut avoir les moyens pour avoir accès à ça. Non, on essaye de se dire qu'on va réfléchir à quel est le coût de base du fonctionnement du restaurant, le coût de l'approvisionnement, le coût du personnel et essayer de sortir quelque chose au plus juste. Ce qui est expérimental, c'est que peut-être on va conclure qu'on n'y arrive pas. Prochain défi de l'association, aménager des cultures urbaines sur un terrain des quartiers nord de Marseille et ainsi autoproduire une partie des ingrédients de sa carte. Voilà, dans un instant, le club de la presse, Hubert Coudurier du Télégramme et également Thierry Dupont de l'Express. Mais dans un premier temps, on va regarder ce qui se passe du côté des unes de la presse quotidienne régionale dans un instant. À tout de suite. Bonjour Saveria, on commence avec la une des dernières nouvelles d'Alsace, le sursaut ce matin. 20 000 à Paris, des milliers dans toute la France, comme ici à Strasbourg, la France unie face à l'antisémitisme. Plus tôt dans la journée, Emmanuel Macron s'était rendu à Quattenheim, en Alsace, où 96 tombes du cimetière juif ont été profanées, couvertes de croix gammées. Le chef de l'État promet une réponse législative forte. Ceux qui ont fait ça ne sont pas dignes de la République. Elle les punira. Ce n'est pas aux Juifs de France de se défendre, c'est à la République, a ajouté le chef de l'État. Cependant, ce combat ne passera pas par une loi contre l'antisionisme demandée par certains députés de sa majorité et à laquelle le chef de l'État s'est dit opposé. Alors on va en dire un mot tout à l'heure avec Hubert Coudurier, le directeur de l'information du Télégramme qui est sur ce plateau, l'assurance chômage, le moment de vérité justement à la une du Télégramme ce matin. Réunion de la dernière chance ce mercredi pour l'assurance chômage syndicale
syndicats et patronat vont tenter de trouver un accord, notamment sur les contrats courts qui concernent 1 million de salariés. Si les syndicats échouent à trouver un accord, l'État imposera sa propre réforme. Mais après 3 mois de surplace, on se dirige plutôt vers un échec des négociations en cause les fortes oppositions sur la manière de lutter contre le recours trop régulier aux contrats courts. Les partenaires sociaux butent encore et toujours sur l'instauration d'un bonus-malus pour décourager les entreprises de recourir aux contrats courts, alors qu'un tiers des CDD en France ne dure qu'une journée. Ce dispositif est réclamé par les syndicats, fort des engagements d'Emmanuel Macron en ce sens, mais rejeté par le patronat qui a tenté jusqu'ici en vain de convaincre les syndicats d'y renoncer. Puis à la une de la presse de la Manche, un des journaux du groupe Ouest France, ce que les Manchois demandent à Emmanuel Macron. À mi-chemin du grand débat national, la préfecture de la Manche commence à collecter les doléances recueillies dans les communes du département. Certains thèmes reviennent très souvent. Le pouvoir d'achat, le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune ou encore la hausse des retraites. Voilà, à la une du bien public. C'est un scanner du futur ce matin, Saveria. C'est une première européenne. Le CHU de Dijon s'est équipé d'un scanner du futur, un scanner doté d'un module d'intelligence artificielle. Concrètement, ça permet d'améliorer grandement la qualité des images et de réduire l'irradiation des patients. 2 autres hôpitaux français seront bientôt pourvus de cette même technologie. Il s'agit de l'hôpital Gustave Roussy à Paris, ainsi que le centre hospitalier universitaire de Nancy. Le bien public souligne aussi, on l'a vu, une Dijonnaise qui prend la suite de Karl Lagerfeld, qui a malheureusement disparu. On l'a vu à droite sur la une du bien public. Et puis Nantes, il vend des logements sur Mars. Ça, c'est pas commun. C'est à la une de Presse Océan, une histoire ubuesque. Un homme qui se dit ingénieur à l'université de Nantes, université où il est inconnu. Cet homme a lancé un appel pour une cagnotte pour construire des logements sur Mars, sur la planète rouge. L'histoire ne dit pas combien de personnes ont participé à cette cagnotte lunaire, s'il en est. Merci Saveria. On vous retrouve de manière non lunaire en 3e partie de cette émission pour l'actualité parlementaire. Elle est dense, surtout aujourd'hui au Sénat. Dans un instant, le club de la presse, Thierry Dupont, Hubert Coudurier. À tout de suite. Bonjour Hubert Coudurier, vous êtes le directeur de l'information du Télégramme et président de TBO et de TB Sud. Merci bonjour Cyril. Sur notre plateau ce matin. Et bonjour Thierry Dupont. Vous appartenez au magazine L'Express et vous êtes bonjour Cyril. Dans cette émission. Merci d'être là avec vous. On parlera, Thierry Dupont, du Premier ministre Édouard Philippe. Longue interview dans l'Express, la une de l'Express. On viendra évidemment également sur ce thème d'actualité du jour qui est l'antisémitisme. 20 000 personnes à Paris, plusieurs centaines à Marseille et Strasbourg. On voit la une de l'Express pendant que je vous parle. Hubert Coudurier, vous signez-vous un édito ce matin dans le Télégramme. Et vous écrivez ce que des semaines de violence et d'argumentation idéologique n'auront pas réussi à produire, une agression antisémite et la récrimination unanime de l'opinion et des politiques sera parvenue à faire, à savoir ressouder la communauté française ébranlée par 3 mois de manifestation des Gilets jaunes. Alors, je pense qu'il faut essayer d'aller un peu au-delà de la protestation qui est assez rituelle contre l'antisémitisme et qui est tout à fait justifiée puisque les crimes antisémites ont augmenté de 74% dans l'Hexagone, pour comprendre pourquoi ça a pris une telle résonance dans le contexte particulier et pourquoi finalement il y a une forme d'unité nationale qui s'est manifestée à cette occasion, alors qu'on a vu que la crise des Gilets jaunes, finalement, avec ses multiples expressions, interprétations, grilles idéologiques des uns et des autres, mettait plutôt en avant la fragmentation de la société. D'abord, je crois que les réseaux sociaux se retournent aussi contre les Gilets jaunes, c'est-à-dire que dès qu'il y a une agression, maintenant, elle est filmée, et elle est filmée dans les deux sens. Donc ça fait peur, et toujours effectivement, cette logique du bouc émissaire à l'égard du juif, elle suscite une réprobation unanime. La deuxième chose, c'est que je crois que les attentats terroristes ne sont pas loin et ne sont pas oubliés. Et comme il se trouve qu'un des incitateurs à la haine qui s'est manifesté contre Alain Finkielkraut est un salafiste, ça a évidemment suscité une réaction très, très véhémente. Ensuite, il y a plusieurs choses qu'on peut tout de même dire, c'est que cet antisémitisme qui se manifeste sous la forme d'un antisionisme, il n'est pas seulement de droite, il est souvent imputé à l'extrême droite, et Marine Le Pen a été
mis un peu en marge de la manifestation. Mais c'est aussi un antisémitisme de gauche qu'on a vu se développer à l'époque. Rappelez-vous, Léon Blum avait été agressé, les communistes y avaient pris leur part. C'est un anti... Jules Guesde n'avait pas défendu Dreyfus. Voilà, Jules Mock lui-même, ministre de l'Intérieur, etc. Enfin, si vous voulez, c'est malheureusement dans la tradition française. Je crois que ça a été exorcisé en partie par Jacques Chirac quand il a pris à son compte la faute de l'État français pour la déportation des Juifs. Et je pense qu'il y a à la fois un mélange de culpabilité française et de contexte particulier lié au terrorisme des dernières années. Thierry Dupont, dans cette grande manifestation hier soir contre l'antisémitisme, est-ce qu'on peut dire que la France a dit ça suffit de manière unanime? Unanime, je ne sais pas. Parce que je ne sais pas s'il y avait toute la France hier qui manifestait. Je crois que certains journaux ont rappelé qu'il n'y avait pas énormément de jeunes. Et ça renvoie à un des enseignements que tire le Premier ministre dans l'interview qu'il a accordée à l'Express en fin de semaine dernière, qui était donc avant l'agression d'Alain Finkielkraut. Il dit deux choses. Il dit, un, l'antisémitisme est profondément ancré en France, que ça nous dérange ou pas. Et deux, les Français dans leur globalité, trop souvent, ne se sentent pas personnellement concernés par ce fléau. Oui, mais en même temps, il promet un travail législatif. Est-ce que c'est la solution? Alors, c'est un des aspects. Lui, il dit que la réponse, elle passe par 4 éléments. La dénonciation, toujours. La formation, et notamment des enseignants, des policiers, des magistrats, de tous ceux qui peuvent être confrontés à l'antisémitisme en tant que dans la réponse à l'antisémitisme. L'éducation, parce que la lutte contre l'antisémitisme, elle passe par l'école. Avant tout, et il rappelle que les hussards noirs ont combattu l'obscurantisme dans le passé. Ils devraient aujourd'hui pouvoir combattre l'antisémitisme. Et enfin, une réponse judiciaire. Et législative. Et législative, donc, oui, parce qu'il il dit que, en fait, il y a une question de savoir si le délit d'injure et d'incitation à la haine raciale et donc antisémite, aujourd'hui est rattaché au droit de la presse, et c'est sans doute une évolution à venir. Il faudrait que ça bascule sans doute dans le droit commun pour que les peines soient effectives. Il y a une forme d'impuissance de l'État par rapport à la multiplication des agressions antisémites ou non. Donc à chaque fois, on ressort une loi. Et Nicolas Sarkozy, lui, a prôné la fermeté de l'État. Il a eu des paroles très... Oui, mais tout le monde veut être ferme. Et puis dans les faits, il y a aussi un problème avec la justice qui est parfois politisée, laxiste et qui ne suit pas au niveau des condamnations. Je pense que sur l'unité nationale, on l'avait vu lors des attentats contre Charlie et l'Hypercacher, il n'y avait pas tout le monde lors des manifestations, et notamment les banlieues. Maintenant, il faut aussi se méfier d'une trop grande instrumentalisation de cette affaire Finkielkraut, même si ça arrange le politique qui... entre nous, essaie de reprendre la main dans cette interminable crise des Gilets jaunes et qui donc y voit l'occasion de réaffirmer sa fermeté. Et d'ailleurs, ce qui est assez paradoxal, c'est que Finkielkraut lui-même, lors de son interview, la première interview qu'il a donnée à LCI dimanche dernier, a dit « Nous ne sommes plus dans le climat des années 30 » et il y a aussi une sorte de rejet qu'il qualifiait presque de légitime de certains à l'égard d'un antisionisme, enfin du sionisme plutôt, et de l'attitude de l'État juif, qui, de victime, est devenu bourreau à l'égard, ou ressenti comme tel, à l'égard des Palestiniens. Donc lui-même, qui a refusé de porter plainte, mettait des nuances pour ne pas que son affaire soit trop instrumentalisée. En réalité, elle l'a été, même si on peut déplorer les commentaires de l'avocat Jean-Pierre Mignard, de Thomas Guénolé, etc., qui ont dérapé gravement. C'est pourquoi le gouvernement n'entend pas donner suite aux demandes de loi contre légiférer sur l'antisionisme, parce que, comme le disent certains, où est-ce que ça s'arrête? Est-ce que l'antisionisme, ça commence à la critique de l'État d'Israël, de la critique des positions du Premier ministre d'Israël? Ça devient très compliqué à qualifier. L'antisémitisme des années 30, il s'est mué en islamo-gauchisme aujourd'hui.
Et donc, effectivement, il traduit une fracture communautariste et sociale en France. Pas seulement, puisqu'on voit que dans le cimetière alsacien de Kotzenheim, absolument, ce sont plutôt des croix gammées qui ont été taguées, donc c'est assez peu le symbole de l'islamo-gauchisme. Il y a deux, je dirais que l'antisémitisme en France marche sur deux pieds et qu'il faut combattre les deux. Alors dans cette interview va donner à l'Express, vous disiez avant, il date d'il y a une semaine, il dit quand même qu'il faut être déterminé dans notre volonté de lutter avec la conscience claire que ce combat est ancien et qu'il durera longtemps. Bah oui, parce qu'on voit qu'il y a des, je dirais, il y a des cycles et qu'on voit des résurgences. C'est ce que disait Manuel Valls d'une certaine manière aussi lorsqu'il était à Matignon. Oui, on a longtemps, ces dernières années, on a longtemps cru, et notamment à la lumière des attentats terroristes islamistes contre la communauté juive, on a cru que le danger venait de là. Mais on voit bien, avec la résurgence d'une extrême droite identitaire et antisémite, que les vieux démons ne sont pas éteints. Ce que dit Alain Chouraki dans Le Monde, c'est qu'effectivement cet antisémitisme, cette résurgence de l'antisémitisme, elle est aussi le révélateur d'un État social déstabilisé. On vous garde, messieurs, vous êtes en deuxième partie de l'émission, bien sûr. Hubert Coudurier, directeur de l'information du Télégramme, et Thierry Dupont de l'Express. Dans l'Express, donc, cette interview du Premier ministre, de nombreux Français ne se sentent pas personnellement concernés par ce fléau, dit Édouard Philippe. Et vous, Hubert Coudurier, aujourd'hui dans le Télégramme, une fragile unité nationale, c'est votre édito à propos de l'antisémitisme. Voilà, on va regarder ensemble la météo des territoires, le temps qu'il fait en France et dans les départements d'outre-mer. On se retrouve après. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, dans quelques minutes, c'est Guillaume Pelletier, le vice-président du groupe LR à l'Assemblée nationale, qui est notre invité politique en direct sur ce plateau. Donc restez avec nous. On va tout de suite regarder quand même ce qui se passe du côté du monde, ce que vous devez retenir de l'actualité dans le monde par notre partenaire TV5 Monde. Et c'est les primaires démocrates aux États-Unis qui nous occupent avec Bernie Sanders, le revenant. Bernie Sanders sous la rançon du succès. On regarde ensemble, on se retrouve après. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. En novembre dernier, Bernie Sanders déclarait au New York Magazine ne pas se réveiller avec le désir brûlant d'être président. Mais pour le sénateur indépendant du Vermont, l'envie de retourner en campagne aura pourtant été irrésistible, peut-être même encore plus celle de changer les États-Unis. Je suis candidat à la présidence et je vous demande aujourd'hui de participer à une campagne sans précédent d'1 million de bénévoles actifs dans chaque État de notre pays. Notre campagne ne vise pas seulement à vaincre Donald Trump, le président le plus dangereux de l'histoire américaine moderne. Il ne s'agit pas seulement de gagner l'investiture démocrate et les élections générales. Notre campagne vise à transformer notre pays et à créer un gouvernement fondé sur les principes de justice économique, sociale, raciale et environnementale. Ce projet ne serait qu'un des nombreux exemples récents de la corruption en Haïti, du détournement des sommes du fonds Petro-Caribé. En vertu de ce fonds, le gouvernement haïtien achetait du pétrole vénézuélien à tarif préférentiel. Il devait ensuite investir les économies réalisées dans l'éducation, la santé et les infrastructures. Les manifestants accusent les politiciens d'avoir dilapidé près de 4 milliards de dollars.
Petro-Caribé, il n'y a pas eu vol, il y a eu pillage. C'est comme des pirates qui attaquent en pleine mer un bateau. On croit cette liberté de penser, cette liberté d'agir, suivant le respect des autres, avec le respect des autres. Et c'est quoi ces gens d'extrême droite? C'est grave. Rapidement, la police scientifique pénètre sur les lieux. Objectif, rassembler des indices et tenter de retrouver les auteurs pour les traduire devant la justice. Si je suis là, c'est pour témoigner d'abord de la solidarité de la nation tout entière. De notre honte de voir ça. L'univers de ces enfants, c'est la collecte de ferraille dans la banlieue de Lomé. L'argent qu'ils gagnent leur procure de quoi se nourrir une fois par jour. Beaucoup de ces gamins se sont réfugiés dans la rue, à l'abri de la maltraitance parentale. L'État, lui, ce qu'il fait de grand, c'est de mettre en place une politique sociale. Maintenant, dans la mise en œuvre, on remarque que ce n'est pas vraiment ça. Les choses tardent à venir.